Tant qu'on va chercher à travers des outils, à travers des expériences, à travers des rencontres, tant qu'on va chercher quelque chose pour changer notre réalité, pour résoudre le problème, pour quelque chose qui va à l'inverse, à contresens de ce qui est en train d'être proposé dans l'instant, tant qu'on fait ça, on résiste à la vie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Maison 8. Maison 8 en astrologie fait référence à l'expérience où nous prenons conscience des transformations et de l'invisible. La Maison 8 nous permet de nous ouvrir à nos capacités extrasensorielles, à la dimension énergétique, vibratoire de l'existence. Ici, j'ai eu l'immense plaisir, joie et honneur d'interviewer Charlotte Hoffman. Charlotte est connue pour son contenu sur YouTube où elle partage énormément d'enseignements sur la spiritualité, sur le moment présent, sur l'ego. Charlotte propose également des retraites sur l'ouverture de la conscience et le réveil des consciences. Ici, nous avons abordé énormément de sujets. Alors, je vous laisse découvrir l'interview. Et si l'épisode vous plaît et que vous voulez soutenir mon travail, pensez bien à liker cette vidéo, à vous abonner, laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et partagez cette vidéo à quelqu'un de votre entourage. Bonne écoute! Hello Charlotte, comment vas-tu? Je suis super heureuse de t'accueillir sur Maison 8. Salut Bérénice. Moi aussi je suis ravie. Enfin on a réussi à trouver un créneau. Ouais, c'est clair, parce qu'on a dû reporter plusieurs fois, mais le timing est divin. Donc je suis vraiment contente qu'on puisse avoir cet échange sur Maison 8. Est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter pour peut-être les personnes qui ne te connaissent pas? Et ensuite, je te poserai toutes mes questions. Allez, bon alors moi c'est Charlotte, du coup j'ai une trentaine d'années. Et dans ma vie, qu'est-ce que je fais? J'anime des retraites, des stages et des formations autour de la conscience. Et en parallèle de ça, j'anime également une chaîne YouTube où je partage gratuitement plein de contenus autour du réveil intérieur. Donc vraiment, je dédie ma vie à l'accompagnement, au réveil à soi-même, à ce que nous sommes. Est-ce que tu saurais dire qui tu es profondément sans expliquer ce que tu fais? Ah bah oui. Alors ce que je suis, c'est difficile. Je dis souvent je suis personne. Parce que j'ai du mal à me reconnaître dans des étiquettes. C'est vrai que d'ailleurs, souvent quand on me demande comment on doit te présenter, est-ce que tu peux nous citer une baseline, genre Charlotte Hoffman, conférencière, éveilleuse de conscience? J'ai toujours, mais je suis pas ça moi en fait. Et j'ai toujours du mal avec les étiquettes, mais j'ai toujours eu du mal dans ma vie. Donc c'est difficile de se présenter parce que sur Terre, on se présente tellement à travers ces étiquettes que quand on ne se reconnaît pas là-dedans, moi j'ai vraiment l'impression d'être tellement plus grande que ça, d'être pas ça en fait, et d'être un ustensile qui est au service de quelque chose de plus grand, qui me dépasse d'ailleurs totalement, que je ne peux pas mentaliser, que je ne peux pas comprendre, que je ne peux pas saisir. D'ailleurs, si je le saisis, on n'y est déjà plus, si tu vois ce que je veux dire. Il y a un point que tu abordes beaucoup dans ta chaîne YouTube. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui ne te connaissent pas à aller regarder ta chaîne parce qu'elle est très riche. Il y a beaucoup de contenu, notamment sur des points qui m'intéressent et des fois que j'ai du mal à comprendre. Donc, peut-être que les autres personnes aussi qui nous écoutent. En fait, entre trouver l'équilibre entre notre ego et s'identifier justement à des choses, à des étiquettes, à, se conforter dans une histoire et à chercher à savoir. Parce que des fois, ça nous aide, en fait, d'être dans cette quête. Et le fait de faire confiance à la vie, se laisser traverser et, quelque part, ne pas être dans la quête. Comment tu trouves l'équilibre entre les deux? Parce que, à un moment donné, je pense que être dans cette quête, ça nous aide, en fait. Ça nous pousse, en fait, quelque part. Bien sûr. Comment on peut trouver l'équilibre? Alors, en fait, l'équilibre, il se dévoile de lui-même quand, justement, on a assez expérimenté les polarités. Et l'équilibre dans un jeu duel comme celui sur lequel on est sur Terre, on est dans une dualité, il y a toujours l'impression qu'il y a le bien et il y a le mal, il y a le chaud, il y a le froid. Tout ce qui est duel, il y a un centre au milieu de tout ça. Le centre, c'est bien sûr ce qu'on essaye de révéler ici, c'est ce que nous sommes véritablement. Mais pour trouver ce centre, on ne peut pas le trouver par soi-même. Il ne peut que se révéler par l'expérience. Et c'est ça le grand secret. Donc moi, cet équilibre, il s'est trouvé par l'expérience. À force j'ai plongé dans cette quête pour pouvoir au bout d'un moment en avoir ras-le-bol et tomber dans un dégoût de la quête. Donc je suis passée à une autre étape de ma vie, mais il y a quelques années en arrière, où j'en pouvais plus de la spiritualité, je voulais plus en entendre parler après avoir passé 3 ans de quête. Et puis un jour, il y a quelque chose qui s'est neutralisé. Ni dans la quête, ni dans le dégoût. C'est quelque chose qui est au centre, qui est neutre.
Et ça s'est dévoilé tout seul. Et du coup, je n'ai pas besoin de me lever le matin et de me dire comment je vais faire pour équilibrer les choses. Et je fais pareil en termes de vie pro, vie perso. On me pose souvent la question comment t'équilibres vie pro, vie perso. Et c'est la même chose, c'est la même équation en fait. C'est à force d'expérimenter trop de pro et donc un reflux du perso, puis trop de perso et un reflux du pro, que finalement il y a un moment, la frontière, enfin l'équilibre s'est dessiné de lui-même. Mais c'est pas un équilibre qui est permanent. Il peut à chaque instant se déstabiliser à nouveau. Faut jamais imaginer que, parce que là dans l'instant ça se dévoile, que dans un temps T+1, ça peut pas repartir sur une autre proposition vu que tout est impermanent. Mais oui. Et dans cette quête, là où tu es allé dans l'extrême, qu'est-ce que tu as fait? Quels sont les outils que tu as explorés? Parce que je pense que la plupart des personnes qui vont nous écouter, quelque part, sont encore dans cette quête. Alors j'imagine, moi y compris, hein, je dis pas que je le suis plus, mais quels sont peut-être je sais pas si tu as des conseils à donner à tous ceux qui sont encore dans l'exploration des outils, des soins énergétiques, même de l'astrologie que je pratique moi, tu vois, tous ces trucs-là. Mais c'est super, en fait. Ouais. Faut pas nier cette période, elle est hyper importante. Moi, je ne pourrais pas en être là aujourd'hui si j'avais pas poussé toutes les portes. J'avais des problématiques, j'avais des souffrances, j'avais des douleurs, j'avais des problèmes de santé, j'avais plein de problématiques relationnelles, je m'entendais pas avec ma famille, j'avais énormément de soucis, de blessures d'enfance, de dépression, enfin bref, j'avais beaucoup de problèmes en fait. Donc c'est normal et c'est même humain, c'est même signe d'un être en bonne santé que d'aller chercher des solutions et d'aller pousser des portes différentes chez différentes typologies de thérapeutes et d'aller pousser des portes. Et moi, personnellement, j'ai dû pousser toutes les portes. Parce que tant que j'avais pas poussé toutes les portes, je pouvais pas passer à autre chose. Donc ce que je dis souvent, au contraire, mais allez-y vraiment. Ne faites pas qu'à moitié, faites-le vraiment. Plongez au cœur de ça. Parce qu'il y a un moment, vous allez vous rendre compte par l'expérience que tout ça a été très utile, et surtout très utile. Pourquoi ? Parce que ça permet au bout d'un moment de prendre conscience de quelque chose. Et cette chose dont on prend conscience au bout d'un moment, c'est que on a cherché sans cesse quelque chose pour résoudre notre problème. Finalement, on a appris beaucoup de choses, on s'est enrichi, c'est très riche la quête intérieure, mais que en profondeur, le problème est toujours là. Donc, au bout d'un moment, on bascule. Il y a un changement de regard, il y a un réveil de conscience qui se propose à ce moment-là. Mais pour arriver à ce moment clé où le réveil s'installe de lui-même, il faut d'abord pousser les portes. Chez certaines personnes, d'autres c'est différent. Mais la majorité en tout cas des occidentaux, souvent il faut pousser les portes. C'est pas un problème. Ouais. Et se vautrer grave. C'est pas grave. C'est vraiment de l'expérience. Ouais, en fait, faut se lâcher la grappe à se dire c'est pas grave si on est à côté de nos pompes, c'est pas grave si on est dans notre ego, trop dans notre ego. Ah, mais de toute façon, pour se rendre compte de quelque chose, il faut d'abord se remplir de cette chose. En fait, souvent, ce qu'on a du mal à imaginer, parce qu'on est sur une planète où il y a plein de continents, il y a plein de cultures. Et en fait, il y a différentes cultures, différentes traditions. Par exemple, quand on va en Inde, on voit bien que les gens, ils sont pas comme ici. C'est pas du tout la même culture. Ils n'ont pas besoin de se remplir comme nous de médocs, de thérapies, de machins chouettes pour réaliser certaines choses. Ils sont pas du tout dans le même écosystème. Si on va en Afrique, c'est pas du tout pareil non plus. Si on va en Amérique du Nord ou du Sud, c'est pas du tout la même ambiance. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'endroit où on s'incarne est très adapté par rapport au parcours qu'on est censé vivre. Et quand on s'incarne dans un pays occidental comme le nôtre, en France, on est là pour remplir. C'est vraiment une logique occidentale. C'est en se remplissant qu'on réalise. C'est un principe occidental. Et ici, l'idée, c'est d'essayer de ne pas nager à contre-courant avec sa culture. Donc d'essayer, oui, si c'est ça la proposition, allons-y vraiment. Et au bout d'un moment, à force de me remplir de quelque chose, je vais finir par ne plus en pouvoir, en fait. Et limite avoir un dégoût, une envie de vomir, un trop-plein. Et c'est là où ça va se vider. C'est là où ça se vide. Et c'est là où le vide permet à l'instant de se dévoiler tel qu'il est. Mais il y a des cultures où il n'y a pas besoin de vider comme ça. Il n'y a pas besoin de remplir pour vider. Ça se vide tout seul. Mais en France, c'est vraiment... C'est très occidental en fait ça. J'en parlais avec un ami cet après-midi, même ce rapport à la sexualité, je trouve, dans notre société où on bouffe du sexe de partout. Que ce soit les publicités, c'est autour de nous. Et en fait, j'en discutais avec cet ami et on se disait, mais en fait, c'est pour nous éloigner de notre créativité. Lorsqu'on est tout le temps dans la consommation, alors la consommation de sucre, de jeux vidéo, d'objets, de matière, en fait, l'esprit, il est tout le temps
à la recherche de quelque chose. Et ça, c'est un truc que je trouve mais incroyable et triste à la fois. Et alors, je pensais pas du tout parler de ça, mais est-ce que tu as envie d'aborder ce sujet de la sexualité dans justement les pays occidentaux? Voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet? Parce que je trouve que c'est tellement triste ce qu'on vit actuellement. En fait, la sexualité, c'est vraiment un vaste sujet. C'est très vaste, mais il y a quelques points à saisir. Les points à saisir, c'est qu'on a tout mélangé. On a confondu, d'ailleurs, ce qui est choquant, c'est qu'on va parler même de pratiques spirituelles, de pratiques sexuelles. C'est dire qu'on a fait de la sexualité un objet, en fait. Alors qu'à la base, la sexualité, c'est la possibilité, quand même, grâce à l'acte sexuel, de créer la vie. C'est ça le but de l'acte sexuel, quand même, le point de départ. On a complètement détourné ça comme but de plaisir charnel ou je sais pas quoi, mais en fait, à la base de la base, c'est pas ça le but de la sexualité. Un acte sexuel permet de produire la vie. C'est ça le point de départ. Ça veut dire que quand on réalise ça, on commence à réaliser ô combien c'est puissant. Parce que si un acte permet de produire la vie, c'est-à-dire de créer la vie quand même, c'est que c'est un acte d'une grande intensité énergétique. Il y a beaucoup d'énergie qui est nécessaire pour matérialiser la vie. Ça veut dire que quand on consomme cet acte de manière inconsciente, c'est la vie qu'on gaspille. C'est aussi simple que ça. Après, on peut y mettre des concepts plus spirituels et plus énergétiques, mais le point de départ, c'est juste cette prise de conscience-là déjà. Quand on prend conscience que le point de départ vraiment de l'acte sexuel, c'est de produire la vie, on se rend compte que quand il est fait n'importe comment et avec n'importe qui et sans reliance et sans amour et sans conscience, c'est cette énergie de vie que certaines personnes appellent la créativité, l'élan de vie, le goût de la vie aussi, qui à chaque fois va venir s'appauvrir. Alors que cette énergie à la base, elle est faite pour monter à travers nous et pour pouvoir arriver dans l'espace du cœur, qui est en reliance directe avec nos bras, descendre à travers nos mains et nos bras pour pouvoir matérialiser nos projets, nos idées, tout ce qu'on a, tout ce qui nous passe par l'esprit, là, qu'on aimerait bien concrétiser, il faut de l'énergie pour faire ça, pour créer cela. Et cette énergie créatrice, quand elle est sans cesse dilapidée par des actes sexuels inconscients, elle n'est plus disponible pour matérialiser la vie que l'on est venu matérialiser ici-bas. C'est tout. Oui. On s'incarne dans ce corps, dans cette vie, dans cette société, cet environnement, cette famille. Et c'est un peu un mal de notre siècle ou de notre génération, c'est de toujours rechercher donc, le plaisir à l'extérieur et finalement de ne pas être satisfait de sa vie, de ne pas être heureux et de ne pas être dans le moment présent, de toujours regretter le passé ou anticiper le futur. Mais oui, c'est aussi pour ça que la sexualité a pris autant de place. C'est pour ça aussi, parce que c'est de la consommation directe d'un plaisir direct en fait. C'est un assouvissement direct de quelque chose qu'on n'a pas à l'intérieur de soi, on va le chercher à l'extérieur. Alors qu'à la base de la base, c'est pas ça le but. Ça a été complètement détourné. Et t'as l'air d'être un vieux con quand tu dis que c'est pas le but. T'as l'air d'être d'un vieux coincé quand tu dis ça. Moi j'ai 30 ans, j'ai pas 70 ans. Et pourtant je tiens ce discours. Et il y a beaucoup de gens aussi qui le tiennent. C'est juste une lecture énergétique des choses. On n'a pas dit pour autant qu'il fallait rien faire. C'est pas non plus ce qu'on a dit. Mais on a juste dit ici que quand c'est fait n'importe comment, en fait ça conduit à une déperdition énergétique, c'est tout. C'est simple en fait. Fuite énergétique, on en a plein. Et justement, une chose que tu prônes, que tu partages beaucoup, c'est d'être dans la présence, de pas anticiper le futur et pas essayer de contrôler sa vie. Et que les choses se dévoilent quand on est neutre dans le moment présent. Et ça, je pense que ça peut paraître un peu, peut-être difficile à comprendre pour la plupart des gens, que simplement en ne faisant rien, finalement, en étant en présence, en méditant, les choses arrivent naturellement. Est-ce que tu peux nous expliquer, pour beaucoup de personnes, ils se disent oui, alors je vais aller mieux, ok, je vais faire la méditation. Mais ils continuent pas parce qu'ils voient pas le principe, ils voient pas à quoi ça sert finalement, puisqu'ils attendent pas suffisamment longtemps pour voir les bienfaits, tu vois. Donc, est-ce que tu peux satisfaire notre désir de savoir... Mais oui, c'est quoi le point de départ de tout ça ? En fait, c'est assez simple. Comment on pourrait le faire de manière simple ? Il y a un principe de base. C'est tant qu'on va chercher à travers des outils, à travers des expériences, à travers des rencontres, tant qu'on va chercher quelque chose pour
changer notre réalité, pour résoudre le problème, pour quelque chose qui va à l'inverse, à contresens de ce qui est en train d'être proposé dans l'instant. Tant qu'on fait ça, on résiste à la vie. Et ça, c'est difficile à saisir pour beaucoup de personnes, parce que c'est culturellement très installé. Et pendant un certain temps, on va faire ça, jusqu'à temps de se rendre compte que y a rien qui a changé. Une fois qu'on commence à se rendre compte qu'il n'y a rien changé, et c'est là où il y a une remise en question, et c'est là où on peut parler de cet enseignement. Parce que tant qu'il n'y a pas cette remise en question qui a eu lieu déjà, cette prise de conscience de « Oh là là, mais ça fait super longtemps que j'essaye de guérir ça et j'y arrive pas. Ça fait super longtemps que j'essaye de résoudre ce problème familial, mais j'y arrive pas. Ça fait super longtemps que je cherche ma mission de vie, mais j'y arrive pas. » Tu vois ? Tant qu'il n'y a pas eu cette prise de conscience, c'est difficile d'aller plus loin, en fait. Donc ici, pour les personnes qui commencent un petit peu à saisir que tout ce qu'ils veulent et qui est à contre-courant de ce que la vie propose, finalement les enferme. On appelle ça une boucle d'enfermement. Tout ce contre quoi on résiste se renforce. Et on s'enferme comme un hamster qui serait coincé dans sa cage et qui tournerait dans une roue. C'est véritablement ça. Et le jour où on commence à se rendre compte qu'on est enfermé dans quelque chose, c'est là où il peut y avoir une remise en question. Et cette remise en question, c'est là où il y a quelque chose qui va se proposer dans la vision de la vie elle-même. C'est-à-dire qu'on va passer de l'idée de « je pratique tel outil pour aller mieux », pour être en paix, pour me guérir, à lorsque je pratique certaines choses, je capte que je suis en train de ramener mon attention sur quelque chose d'autre. Par exemple, j'ai mal au dos. Oui, j'ai mal au dos. Tant que je vais regarder mon mal de dos, là où je porte mon attention, je porte mon énergie. Donc le mal de dos, il risque pas de se résoudre. Ici, toute la logique, c'est de se dire, mais quand je place un outil au milieu de tout ça, j'ai mal au dos, mais je suis en train de regarder dans la direction de l'outil. Or, cet outil, il est parfaitement neutre. Je l'utilise juste pour ramener mon attention sur un point qui n'a pas pour objectif de me guérir, qui n'a pas pour objectif de changer quoi que ce soit, qui a juste ici pour intention de venir amener l'attention au centre. Et lorsque j'amène l'attention... Et lorsque j'amène l'attention au centre, je me rends compte que ça me recentre. Et quand ça me recentre, je me rends compte que le problème n'a pas forcément changé, mais puisque je me suis recentrée, c'est comme si d'un seul coup j'avais plus de hauteur, ma vision du problème change. Pourquoi ? Parce que quand je me recentre, littéralement, je reviens au centre de mon être, et il y a cette énergie qui peut ainsi couler à travers moi, cette énergie universelle. Et quand elle coule à travers moi, cette énergie, elle me permet naturellement d'avoir plus de hauteur sur ce que je suis en train de vivre. Et ainsi, je n'ai pas résolu le problème, mais je me rends compte qu'il n'y a plus de problème. Parce que j'ai beaucoup plus de hauteur. Quand on voit les choses sur la tête, on se dit, oh là là, c'est une montagne à gravir, je ne sais pas comment je vais résoudre ce problème. Mais quand d'un seul coup, on prend 3 mètres de recul et qu'on regarde à nouveau le truc, on se dit, mais en fait, c'était pas un problème. En fait, c'était ridicule, ça m'apparaissait comme. Mais en fait, quand je prends de la hauteur, ça ne m'apparaît plus comme. Et voilà comment j'ai résolu le problème sans le résoudre. Et surtout sans chercher à le résoudre. Voilà comment la présence, l'énergie universelle, peut résoudre le problème à travers moi. C'est tout simplement ça. L'idée, c'est d'apprendre à se recentrer. Non pas d'apprendre à guérir, non pas d'apprendre à changer quoi que ce soit. C'est juste apprendre à se recentrer, à revenir au centre de notre être. C'est juste ça. Ouais. Voilà. Si je devais le synthétiser pour aller à l'essence du principe. Ouais. Oui, c'est sûr, c'est difficile à comprendre parce que tant qu'on ne l'a pas vécu, je pense. Parce que par exemple, on a une douleur. Moi, j'avais mal à la tête, par exemple. Oui. Et du coup, je faisais des soins énergétiques pour ne plus avoir mal, ne plus souffrir. Et en fait, ça s'est arrêté un peu tout seul, mais sans que je sache trop pourquoi, tu vois. Et du coup, tant que tu l'as pas vécu, c'est un peu difficile à que ça rentre, en fait, tu vois. T'as besoin de le vivre. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est important de préciser quelque chose qui est vraiment important, c'est que les soins énergétiques peuvent nous aider. Les outils peuvent nous aider, mais quand ils sont pratiqués depuis un espace qui cherche uniquement une seule chose, c'est revenir au centre. C'est pas, je vais pas faire ce soin pour aller mieux. Non, je suis dans ma vie, j'ai ce problème. Plutôt que de chercher une solution pour, je me relâche.
Je laisse les synchronicités venir à moi. Quelqu'un m'appelle, me parle d'une super thérapeute. Je sens quelque chose qui picote dans mon ventre. Je sens mon cœur qui bat. Je me dis, je sais pas pourquoi, j'ai l'intuition qu'il faut que j'appelle cette personne. Mais bien évidemment, et ce soin énergétique ne va pas du tout être consommé depuis le même espace que si je suis dans mon mal-être et que je vais aller sur Google taper thérapeute pour aller mieux. Oui. C'est pas du tout pareil. Dit autrement, on peut faire la même chose en apparence, mais ça conduit pas au même résultat. Ouais. C'est ça la nuance qui est difficile à saisir pour beaucoup. Ouais. Et en fait... Ça dépend pas de ce qu'on fait, ça dépend de ce qu'on est en le faisant. Et finalement, si donc on arrête d'être dans la projection, parce que finalement c'est une projection, je vais faire ce soin, donc je vais me sentir mieux. En fait, on n'est pas du tout dans le moment présent, on est dans l'anticipation. Alors que l'intuition, enfin quand on a un élan en nous, c'est la présence, c'est le moment présent. Je pense qu'on peut confondre, peut-être quand on est trop dans son mental, trop anxieux ou trop dans l'analyse, confondre c'est ou pas faire confiance à cette intuition, confondre le mental et l'intuition. Et comment toi tu sais reconnaître quand c'est vraiment le cœur qui parle et pas ta tête? Ça se sent. Ça se sent dans le corps en fait. Et vraiment, ça ment pas le corps physique. La tête, oui, elle ment, on peut pas savoir avec sa tête. Par contre, on peut savoir avec son corps physique. Parce que dans le corps, il y a vraiment des indicateurs clés. Je sais pas, mon rythme cardiaque, quand il y a quelque chose qui vraiment est... Il faut que je saisisse quelque chose, mon rythme cardiaque va légèrement s'accélérer. Comme si d'un seul coup, il y avait vraiment quelque chose qui me disait « Mais vas-y, en fait !» Comme si je devais courir un marathon dans la direction de ce truc-là. Mais vas-y, en fait. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans le ventre. Mais c'est indescriptible, en fait. Ouais. Ça peut pas se décrire. C'est quelque chose qui, dans le corps, dit oui. C'est tout le corps qui se relâche. C'est à la fois de la peur, à la fois on se dit « Oh là là, je suis pas sûre que... » Mais en même temps, il y a cette confiance. Je sais pas, ça se retranscrit dans le corps physique. Mais ça, je pense que ça se retranscrit de mille et une manières selon les êtres, et que ce qui est nécessaire, c'est de le vivre. Voilà. Au début, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas appris à sentir notre corps. On est déconnecté du corps vu qu'on est toujours dans notre tête. Donc, le point de départ vraiment, c'est de redescendre dans la matière. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'incarne. Incarner, ça vient quand même de carner, enfin la viande, enfin je veux dire, on s'incarne. Ouais. C'est pas pour être dans la tête, c'est pour être dans le corps. Donc ici, je dirais que le point de départ, c'est vraiment pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent par où commencer, c'est de commencer par le corps. Est-ce que je sens mon corps? Est-ce que j'arrive à sentir ma respiration? Est-ce que j'arrive à sentir mon rythme cardiaque? Est-ce que j'arrive à sentir que quand je respire, j'ai le ventre qui se gonfle, la poitrine qui s'ouvre, puis le ventre qui se dégonfle et la poitrine qui se dégonfle également? Est-ce que j'arrive à sentir ces petits mouvements musculaires? Est-ce que j'arrive à me sentir dans mon corps? Est-ce que je suis présent à mon corps? Est-ce que je sens cette matière dense et en même temps cette légèreté? Est-ce que je sens quand j'ai froid, quand j'ai chaud? Est-ce que je suis connectée à mes sens? Est-ce que j'ai une acuité sensorielle ou est-ce que je n'ai aucune perception sensorielle? Tout ça sont des indicateurs très importants à explorer. Le sport est un bon point de départ à ce niveau-là. Les activités en plein air, toutes les activités aussi autour du yoga par exemple, évidemment, quand on va aller se concentrer sur le corps et commencer à prendre conscience des différentes parties du corps, on est obligé de redescendre dans le corps. Moi je me rappelle au début quand on faisait Shavasana, au premier cours de yoga que j'ai fait de ma vie et qu'elle m'a dit de détendre mon utérus, je me dis attends, l'utérus, je suis même pas sûre de où c'est. Et le foie, j'étais là, le foie, la rate, je disais mais c'est où ce truc-là? Je savais même pas localiser, c'est-à-dire je savais même pas localiser les organes dans mon corps. Parce que je n'avais aucune conscience, même anatomique, de mon corps, ce qui est quand même franchement troublant. Voilà. Ouais. Notamment l'utérus chez une femme, quand même, ça craint. Ouais. Donc c'est dire qu'on sait même pas comment on fonctionne, en fait. Corporellement, anatomiquement. Et on veut chercher à comprendre comment on fonctionne spirituellement. Mais commençons déjà... Moi, je dis toujours, si on s'incarne, c'est que dans le corps, ont été laissés tous les indices pour comprendre le champ spirituel. Si l'homme est à l'image de Dieu, je suis désolée, il y a peut-être une recette miracle qui est dans le corps. Parce que si l'homme s'est incarné dans un corps et que soi-disant c'est à l'image de Dieu, il y a peut-être tout ce qu'il faut pour décrypter cette carte spirituelle dans notre corps physique. Ouais. Et là, ça va remuer certaines personnes, je pense, parce que c'est vrai que quand on s'intéresse à la spiritualité, on va lire des bouquins, regarder des vidéos YouTube, etc. On va chercher, on va être dans la quête, encore une fois.
Alors qu'en fait, la plupart des réponses, elles viennent avec des choses assez simples. Être dans un état d'être. En fait, j'ai l'impression que ce monde spirituel, de développer ses connaissances spirituelles, ça fait plus de mal qu'autre chose. Oui et non, c'est temporaire. En fait, il y a besoin d'expérimenter. Toutes les expériences nous conduisent quelque part. Ça nous conduit toujours dans la direction de la lumière, quoi qu'il advienne. Ça nous conduit toujours dans la direction de la réalisation de soi. Ça va toujours dans le sens de l'évolution. On ne peut pas être incarné sur une planète où ça va dans l'autre sens. C'est pas possible, c'est une loi universelle, ça. L'évolution est un principe universel. Donc, l'être humain, incarné sur une planète école comme la nôtre, ne fait pas exception à la règle. Tout va dans le sens de l'évolution. C'est juste que nous, sur cette planète, on a complètement oublié la conception réelle du temps, en fait. On a du mal avec la linéaire. En fait, on pense le temps comme linéaire, et donc on a l'impression de se perdre longtemps. Alors qu'en vérité, le temps, il n'est pas... Cette notion du temps, il faut qu'elle éclate dans le cerveau des gens, parce que c'est pas du tout comme ça. Nous, on a l'impression à une échelle tellement réduite que ce qu'on fait ici, ça sert à rien, et qu'on s'est enfermé, et qu'en fait, on s'est pas libéré. Mais en fait, ici, une vie correspond à un battement de sourcils pour les autres dimensions. Il faut imaginer. Donc on n'a pas du tout la même notion du temps. Et on voit les choses à travers un prisme qui est très très réduit par rapport à l'échelle de l'univers. Il y a un principe évolutif derrière chaque chose. C'est une règle universelle. Et ça, l'être humain ne peut pas y déroger. Si on a l'impression que ça conduit à quelque chose de négatif, c'est juste qu'on manque de discernement. On ne regarde pas au bon endroit. On n'a pas la vision claire. C'est toujours ça le problème. C'est pas un problème de forme, c'est un problème de vision. On ne voit pas clair. C'est juste ça. Les gens se sont pris pour leur personnalité, c'est tout ça le problème. C'est juste ça le souci, depuis le début. Ouais. Est-ce que tu peux... alors, évidemment, je connais la réponse parce que je suis allée à une de tes retraites, mais est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce principe de personnalité et l'identification à un personnage? Qu'est-ce que c'est, d'où ça vient et pourquoi on le fait? Pour aller droit au but à nouveau, parce que comme tu le sais, il a fallu plusieurs jours pour détailler tout ça en précision, mais pour aller droit au but, on s'incarne. Quand on s'incarne sur Terre, on s'incarne avec une personnalité. C'est un principe d'incarnation en fait. Personne d'ailleurs n'y déroge. Le but de cette personnalité, c'est de venir participer au phénomène d'individualisation. Donc c'est pas un souci, ça veut dire qu'on a conscience d'être soi. Il y a moi et il y a les autres. C'est-à-dire que c'est un principe évolutif, la personnalité. Parce que ça me permet de me reconnaître moi-même comme une entité évolutive. Je ne suis pas comme un animal qui a une conscience collective. J'ai conscience de moi sur un parcours évolutif, d'accord ? Donc la personnalité, c'est une étape dans le cursus évolutif d'une âme. Donc souvent on perçoit la personnalité comme quelque chose de très négatif, alors que cette personnalité sert à cette individualisation de la conscience. Donc c'est vraiment très utile. Ce qui va se produire par contre, c'est qu'on va avoir oublié ce que je suis en train de dire. Et on va s'incarner avec en apparence des qualités, des défauts, un passé, une famille, des traumatismes, des trucs horribles qui vont se produire dans notre vie comme tout le monde. Et on va alors venir commencer à imaginer, parce que c'est vrai, ça part de là en fait, on va commencer à imaginer que tout ce passé c'est nous, que toutes ces qualités, ces défauts c'est nous, que nos professions c'est nous, que nos centres d'intérêt c'est moi, c'est ce qui me définit avant toute chose. Et on va oublier que ce qui nous définit avant toute chose, c'est pas ça en fait. Et on va commencer sans le faire exprès, sans s'en rendre compte, à venir tomber dans une identification inconsciente avec notre personnalité. Sauf que le souci avec ça, c'est que vu qu'on s'identifie à quelque chose que nous ne sommes pas, au bout d'un moment on souffre. On souffre parce qu'on n'est pas tel que nous sommes. Il y a un jour on se dit mais en fait je suis qui ? En fait je suis quoi ? Mais qui sommes-nous ? D'où on vient ? Mais c'est quoi ce bordel en fait ? Mais il n'y a pas de sens à tout ça. Et c'est là où il y a un point de départ évolutif. Et tout le cheminement intérieur va être non pas d'arrêter la personnalité, mais ça va être tout simplement d'apprendre à ne plus s'identifier à ça. On ne se définit pas à travers ça. C'est pas ça qui nous définit. Nous sommes autre chose que cela. Sauf qu'on est tellement venu imaginer que c'était ça nous, qu'on souffre, puisqu'on s'identifie à toutes nos souffrances. On croit que toutes nos souffrances, tout notre passé, tout ce qu'on a vécu d'horrible, c'est nous. Donc forcément, on souffre. Ouais. Voilà. Sans transition, je passe un peu du coq à l'âne, mais est-ce que toi, tu dirais que tu es heureuse dans ta vie, dans ton quotidien ?
Est-ce que tu t'es un peu débarrassée de cette souffrance grâce à toutes les pratiques que tu as maintenant? Alors moi, j'ai un quotidien qui est très rocambolesque. J'ai pas du tout une vie linéaire, absolument pas. J'ai une vie en apparence très impermanente. Déjà, géographiquement, je suis toujours en train de bouger. Je rencontre des milliers de personnes par an. Je suis toujours avec du monde. Je vis en collectivité, avec ma belle famille, avec d'autres gens. J'ai plusieurs lieux de vie. Je suis toujours en train de bouger. Donc j'ai un quotidien qui est très impermanent. Mais au cœur de tout ça, il y a une forme de permanence. Il y a quelque chose à l'intérieur qui s'est déposé. Certains appelleront ça le bonheur. Moi, j'ai du mal à mettre ce mot-là là-dessus. Moi, j'appelle plutôt ça un ancrage. Tu sais, il y a une forme d'ancrage. C'est comme si, tu sais, tu te sens là, quoi. Quoi qu'il advienne, bah ouais, des fois t'es vénère parce que du Duchemol, elle a fait ça. Bah oui, des fois tu tournes en rond parce que t'as pas les idées claires. Oui, ça peut arriver, bien sûr. Oui, des fois t'es triste parce qu'il y a eu un décès dans ta famille, bien sûr. Oui, t'es comme tout le monde. Il y a des expériences qui se proposent et qui sont pas toujours sympas, hein, comme tout le monde. Hein. Mais il y a quelque chose au plus profond qui est toujours là et qui donne confiance et foi. Moi, je passe, quand il y a vraiment quelque chose qui me tracasse, tu vois, mais je n'ai plus jamais le réflexe de chercher à le résoudre, par exemple. Par contre, il peut m'arriver quand vraiment c'est quelque chose qui commence à me peser et qui commence à durer dans le temps et qui commence à être très lourd, ça peut m'arriver de prier, par exemple. Ça peut m'arriver de tout simplement me dire, mais en fait, je vais remettre ça dans les mains d'un principe plus grand. Parce que, en fait, déjà, je ne peux pas le résoudre. La plupart du temps, je ne cherche pas à le résoudre, mais je ne fais rien pour le résoudre. Et il y a des fois, je vais commencer à me dire, mais en fait, je vais juste ouvrir un peu là et juste me relâcher là-dedans et juste demander, en fait. Donc, je m'ouvre aussi à toutes ces dimensions plus subliminales, entre guillemets, de la foi, qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec la religion, mais qui sont de l'ordre de, mais j'ai véritablement, sans pouvoir expliquer pourquoi, confiance dans le fait qu'il y a un principe plus grand que nous qui régit tout ça. Et je ne peux pas l'expliquer rationnellement. Ouais. Je peux pas. Mais je le sens. C'est du ressenti. Et je le sens tout le temps. Voilà. Ça ne me quitte plus. Tout le temps. Et finalement, bah, tu vis dans le moment présent et quand tu remets cela entre les mains de plus grand, tu es dans le moment présent. Et il y a une question qui me vient, c'est comment tu trouves l'équilibre entre être dans le moment présent et avoir quand même une direction de vie, avoir des objectifs dans le futur, tu vois, avoir des plans dans sa vie, mais quand même être dans cet état de présence. C'est ce que je reprendrai l'exemple d'Eckhart Tolle dans son bouquin là, quand il dit quand tu lis Le pouvoir du moment présent, il parle du temps horloge et du temps psychologique. Et ça m'a beaucoup aidé à une époque parce que c'est vrai que j'ai un métier où en fait je programme les retraites environ 1 an et demi à l'avance. Donc il y a toujours de la projection. Et j'avais du mal à résoudre ce truc aussi. Je me disais, mais attends, mais si je suis toujours en train de planifier un truc, je suis pas du tout dans le présent là. Et en fait, son bouquin m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. Il parle du temps horloge et du temps psychologique. Et il dit, le temps psychologique, c'est quand vous allez effectivement devoir vous organiser, parce que c'est votre métier, parce que c'est comme ça, en fait, la vie aussi sur Terre, c'est des propositions dans l'instant. Et bien, le temps psychologique, c'est quand vous allez commencer à stresser vis-à-vis de ça. Vous allez vous dire, oh là là, mince, comment je vais faire? Et hop, le stress arrive. Je commence à avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, je commence à me sentir pas bien, j'ai mal au dos, je commence à avoir mal à la tête, je commence à me prendre la tête, littéralement. Temps psychologique. Temps horloge, c'est complètement différent. C'est ok, bah oui, c'est nécessaire de planifier ça parce que les gens avec qui on travaille nous demandent de planifier ça à l'avance. Donc là, on me demande, bah oui, je réponds évidemment. Mais quand je le fais, ça me prend 10 minutes, je le fais, pouf, c'est fini. Et il n'y a pas de « Ah, mais imagine, il va se passer ça, ou comme si, et imagine ça ». Bah non, en fait, je pose ce que je peux poser là dans l'instant avec ce que je connais dans l'instant, et ensuite je reviens ici, en fait. En fait, j'ai jamais quitté ici. J'ai juste pendant un court instant posé quelque chose dans un futur hypothétique, mais sans me mettre la pression de savoir est-ce que vraiment ça va se produire, est-ce que vraiment c'était juste, est-ce que vraiment je suis sûre ou pas, parce qu'en fait, on n'est jamais sûr. J'en sais rien. Donc, à quoi ça sert de me mettre le stress en soi? Bah, je le pose, et puis on verra bien. Voilà. Donc, je pose, puis j'ajuste dans le présent. Donc, par exemple, récemment, j'avais posé des dates pour 2024, j'ai réajusté. Ça faisait 6 mois qu'elles étaient posées. Et puis, j'appelle les hébergeurs, je leur dis, bah, finalement, ça sera pas comme ça. Et comme par hasard, à chaque fois, ils me disent, bah, c'est marrant, parce qu'à ce moment-là, on avait quelqu'un qui voulait réserver, et c'est marrant, là où tu veux prolonger, il y a justement une dispo. Et ça se passe toujours comme ça. Tout est méga fluide. C'est fou. Mais c'est dingue. Est-ce que t'as quand même d'autres idées, d'autres projets dans ta vie que ces retraites que tu programmes 1 an et demi à l'avance?
Est-ce que ça te laisse quand même l'espace pour bah, avoir de la créativité pour des choses que tu as envie de faire, en fait, des projets que tu as ou que tu aurais? Ah Oui. non, mais bien sûr, Ouais. carrément. Ouais. Alors, faut savoir que j'ai 1001 idées. Ouais. J'ai 1001 idées. C'est un truc de fou. C'est infernal presque, parce que ça ne s'arrête jamais. Ok. C'est une espèce d'usine à gaz. Mais j'ai des fois, je me dis, mais les gars, vous pensez que j'ai 50 bras et que j'ai 50 mois sur Terre ou quoi? Parce que j'ai 1001 idées. Il me faudrait des vies entières. Mais je sais pas, des centaines de vies pour tout faire. Je ne suis jamais à court d'idées. Par contre, ici, ce que je vois beaucoup, c'est qu'il y a encore des résistances de Charlotte. Par exemple, la résistance qui est très actuelle en ce moment, c'est une résistance qui a duré longtemps, mais elle est plus là, la résistance. Mais maintenant, il faut attendre un petit temps que ça arrive aussi. C'est pendant longtemps, j'ai voulu continuer à tout faire par moi-même. Donc j'ai quand même une entreprise, hein, quand on parle concrètement parlant. Bah oui, avec de la compta, avec de la gestion, avec des milliards de choses à faire, comme tout chef d'entreprise en fait. Et j'ai mis beaucoup de temps à déléguer. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Trop de temps. Et puis bah aujourd'hui, au bout d'un moment, on se retrouve fatigué du coup. On se retrouve fatigué. Mais c'est soi le problème. C'est moi qui ai créé ça. La vie, ça fait des années qu'elle me propose de déléguer. Mais je voulais pas parce que parce que contrôle. Et j'apprends par l'expérience. Donc aujourd'hui, je sens qu'il est temps de passer à autre chose. Mais entre le moment où on le sent et le moment où ça se fait, il y a parfois un petit décalage. Il faut accepter parfois d'être un peu patient. Parce que le problème, c'est quand on veut un truc et qu'on commence à s'agiter, ben souvent on fait les mauvais choix. Donc c'est tout un art d'ajuster les choses et d'attendre aussi que le moment venu soit venu et que ça soit pas orchestré depuis Charlotte qui veut, mais plutôt ok, je pose l'intention et je laisse faire. Mais des projets, j'en ai des milliers. Eh ben, tant mieux. Et comment dire, j'avais envie de te poser une question. Alors, je suis désolée si c'est un peu décousu cette interview, mais j'ai des idées qui me passent dans la tête et j'ai envie de te poser la question dans l'instant. Hein, écoute, moi, je pense au fait que tu es des animaux. En fait, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé, puisque est-ce qu'à un moment donné, justement, c'était Charlotte qui veut avoir des chevaux dans sa vie? Donc, quelque part, est-ce que c'était de l'ego, je sais pas, un rêve de petite fille, j'en sais rien, ou c'est des choses qui se sont présentées naturellement à toi, d'avoir ces chevaux qui font partie quand même de ta vie, qui sont importants pour toi? Alors, c'est vrai que j'ai quand même 4 chevaux et un chien. Et ouais, non, alors c'est vraiment l'inverse. En fait, je ne voulais pas d'animaux. Ah, d'accord. Charlotte ne voulait pas d'animaux. Parce qu'en fait, ben oui, parce qu'il y avait une souffrance derrière. Parce que moi, petite, en fait, j'étais très proche des animaux. Et ensuite, il y a eu tellement de pression dans ma vie d'avant, là, où j'étais malmenée, pas entourée correctement, etc., qu'il y a eu un moment dans ma vie où les animaux ont toujours été mes meilleurs amis. J'avais pas d'amis, en fait. Les animaux étaient mes amis. J'ai toujours été au contact des chevaux, toujours au contact des animaux. Mais en fait, ici, il y a eu un moment où j'ai tellement accumulé de pression dans ma vie que j'ai commencé à pas être gentille toujours avec les animaux et à décharger beaucoup de stress sur eux et à leur faire du mal. Et un jour, je m'en suis rendu compte. Et du coup, je me suis dit, mais plus jamais. Et je ne voulais plus entendre parler des animaux, en fait. J'avais fait trop de mal. Je voulais plus en entendre parler. T'étais dans l'extrême. Et du coup, il y avait la peur de refaire mal. Ben oui. Et oui. Donc, j'avais fermé ça en me disant, plus jamais je vais en entendre parler. Et c'est le jour où j'ai commencé à m'installer avec mon conjoint, à me poser quelque part, que d'un seul coup, j'ai commencé à penser aux chevaux. Mais c'était pas genre, je veux des chevaux, mais pas du tout, j'en voulais pas, en fait. Parce que j'avais peur de leur faire du mal. Et puis j'avais peur d'un espace en moi qui avait besoin de se réouvrir et qui était finalement très triste. Une grande tristesse derrière. D'avoir finalement fermé ça pendant toute ma vie, pendant 10 ans de ma vie, de ne plus avoir entendu parler d'animaux. Pour moi, c'était comme se fermer à l'amour inconditionnel. Hein. C'est quand tu rayes de la carte les animaux, tu rayes de la carte l'amour, hein, clairement. Parce que c'est quand même ce qu'ils incarnent. Et tu rayes aussi la présence, parce que c'est quand même ce qu'ils incarnent. Et il y avait une peur de réouvrir ce dossier que je voulais pas en entendre parler. Et c'est les synchronicités à nouveau qui m'ont poussée à me retrouver avec des chevaux. Mais je ne voulais pas. Et c'est mon cheval, d'ailleurs, il a insisté dans le pré, hein, parce que je suis allée dans l'élevage que j'avais trouvé par hasard, bien sûr, enfin, qui a popé sur mon écran 50 fois. Je ne connaissais pas cette race de chevaux, j'y connaissais rien. Et quand je suis arrivée dans cet élevage et quand j'ai vu ce cheval, je suis arrivée dans le pré, il a fallu qu'il me suive de partout et qu'il me pourlèche
pour que je finisse par dire, bon, bah, je crois que je vais le prendre. Et que je me mette à chialer comme une gamine de 3 ans et demi pour réaliser que, ah bah ouais, en fait, il y a tellement d'amour. Mais moi, j'avais peur de réouvrir cette sensibilité-là, parce que cette sensibilité-là, elle m'avait fait souffrir. Donc je l'avais mise de côté. Et je voulais pas réouvrir cet espace, ça me faisait peur. Et finalement, ça s'est rouvert. Ouais. Et maintenant, tu dirais que tu es beaucoup plus heureuse maintenant que ça s'est rouvert avec les animaux? Ah mais mon Dieu, mais les animaux, ils ont changé ma vie. Ah non, mais ils ont changé ma vie. Ce sont des accompagnants. Et je ne pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui s'ils n'étaient pas là. Ils m'aident tout le temps. Tout le temps. Il y a quelque chose qui ne va pas, je vais voir mon cheval. En 2 secondes, ça va mieux. C'est juste, je m'offre à lui. Pour moi, il a ses 4 sabots plantés dans la terre. Il est là, il me regarde, il me toise. Je le vois solide comme un roc, qui pleuve, qui vente ou qui neige. Il m'inspire, mais une confiance en la vie. Et mon chien, qui est primitif, qui ressemble à un loup et qui est primitif au possible, il me rappelle cet instinct, cette connexion naturelle qu'on a avec tout. Je le regarde, je me rappelle. Ce sont des wake-up calls, quoi. Je les vois, je peux pas continuer à me mentir. Ils sont tellement là que je peux pas continuer à me mentir. Quand je suis à côté d'eux, je ne peux pas, me mentir. Ça me montre tellement dans l'instant si je suis pas là que je peux pas fermer les yeux. Ce sont des êtres de présence et du coup ils révèlent dans l'instant si oui ou non t'es là. Donc je peux pas me mentir avec eux. Ce sont des grands maîtres de la présence. Ce sont mes plus grands enseignants. Qu'est-ce que je les aime, les animaux. Je suis tellement d'accord avec toi. Et puis pour le coup, moi aussi, c'est le chien de ma mère, mais j'ai un chien qui s'appelle comme le tien, Tara, depuis 1 an. Et je suis passionnée d'équitation, et c'est vrai que les chevaux, alors ils sont différents, les chiens et les chevaux, ils nous apportent des choses différentes, les chats aussi, mais ils sont... Pour moi, déjà, ça renforce les liens dans une famille, enfin quand on aime les animaux en tout cas, ça aide à mettre du baume au cœur constamment et à être heureux, personnellement. Peut-être, est-ce que je peux te poser une dernière question pour ce podcast que j'adore poser à mes invités? Qu'est-ce que tu fais? Alors peut-être que ça sera la même réponse, mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour être dans le cœur et connecté à l'amour et à la joie dans ta vie? Bah, à vrai dire, je fais de mon mieux. Parce que je dis souvent, il y en a qui sont pas faciles à aimer sur cette planète. Je fais de mon mieux. Je fais de mon mieux, vraiment. Je me remets en question quotidiennement. C'est-à-dire, si parfois, j'ai envoyé chier quelqu'un, ça peut arriver. Par exemple, tout à l'heure, c'est encore arrivé. C'est pas que j'ai envoyé chier, mais on va dire que j'aurais pu faire mieux. Tout à l'heure, je promenais mon chien dans la forêt et on était sur un sentier de randonnée, il n'y a personne. On est en pleine forêt et je croise bien sûr une randonneuse qui était apeurée par mon chien. Je peux comprendre bien sûr qu'elle soit apeurée, mais sous l'effet de la peur, elle m'a hurlé dessus en me disant qu'il fallait que je tienne mon chien en laisse et que j'étais une cinglée, quoi, en gros, parce que je ne tenais pas mon chien en laisse, en plein milieu de la forêt. Et elle m'a complètement agressée. Et moi, à ce moment-là, j'aurais pu faire mieux que ce que j'ai fait. Parce que dans l'instant, je lui ai dit, mais écoutez, madame, mon chien ne vous a même pas touché, en fait. Il ne vous a même pas regardé. En fait, ma chienne ne vous a rien fait. Donc, de quoi vous me parlez, en fait? Et c'est là où elle m'a dit qu'elle s'était fait mordre par un chien, en tout ça en hurlant, bien sûr, à la limite à pleurer, etc. Et au lieu d'entendre la souffrance qu'il y avait derrière, et au lieu de, bien sûr, de voir instantanément que cette personne était en détresse, il y a une part de moi qui a eu besoin de réagir. Et là, c'était pas génial. Mais on va dire que c'était plus fort que moi. Je me suis sentie agressée, et automatiquement, quand je me sens agressée, il y a une espèce de truc qui surgit et qui agresse en retour. Attention, il y a des degrés, ok. Mais là, c'était vraiment, c'était frontal. Mais instantanément, à peu près 2 secondes après, c'est-à-dire la personne est passée, je suis passée, 2 secondes après, j'ai capté. Je me suis dit, là, j'ai pas fait de mon mieux. C'est pas grave. Déjà, rien que de le réaliser, c'est déjà génial. Et tout de suite, je me suis excusée. Mais j'ai pas pu m'excuser devant elle. Mais je me suis excusée. Comme si on pouvait s'excuser. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je fais beaucoup ça. Parce que je suis pas parfaite. Malheureusement, je suis pas parfaite. Et il y a des fois, il y a des espaces en moi qui, comme chez tout le monde, réagissent tout seuls. Et ça va plus vite que la musique. On n'a même pas le temps de respirer que c'est déjà là. Ma mère me disait quand j'étais enfant, Charlotte, il faut que tu apprennes à tourner ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. Et on m'a dit ça toute ma vie. Et c'est vrai.
Donc j'essaye de cheminer dans cette direction. Mais il y a des choses, je ne sais pas pourquoi, ça vient me déclencher instantanément. Donc l'idée, c'est quand je fais ce genre de choses, au lieu de faire comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire pendant 3 heures parler de ça et dire que cette dame c'était une folle et que tu comprends et que truc et que machin et finalement continuer à entretenir la chose et finalement m'enfoncer dedans et finalement continuer à faire du mal, bah non, instantanément je réalise que oh là, ce que je viens de faire c'était pas bien en fait. C'est trop tard, c'est fait. Bah désolé, pardon, je m'excuse. La prochaine fois j'essaierai de faire mieux. Et au plus je me rapproche de cette prise de conscience, au plus le temps, tu sais, il se réduit entre le moment où je viens de faire ça et le moment où j'en prends conscience, au plus j'ai confiance dans le fait qu'un jour, je m'en rendrai compte avant de le faire. Tu vois ? Et c'est ça qui me donne confiance. Et c'est ça que je trouve qui m'éclate en fait dans ma vie. Parce que c'est mes challenges, tu vois ? J'adore. Mais oui, et on en a tous des challenges. Et merci de le rappeler parce que c'est pas parce qu'on est dans la spiritualité qu'on est tout d'un coup un être ascensionné et parfait et merveilleux. Et les gens qui laissent croire ça, finalement, ils sont dans l'ego plus qu'autre chose, je pense. Parce que sur la toile, voilà, on peut en voir, on en voit des vertes et des pas mûres. Oui, bah, il y a toujours, tu sais, l'authenticité, c'est ce qui nous protège aussi le mensonge. Moi, je comprends qu'on puisse se protéger comme ça. C'est une protection. C'est naturel, c'est spontané, heureusement. Parce qu'il faut s'imaginer que quand on s'expose, ben, on s'en prend plein la tête. Donc il y a beaucoup de critiques. Moi, il y a plein de gens qui m'aiment pas. Hein. Je reçois beaucoup de critiques. Hein. Je reçois énormément, tellement d'amour que j'en oublie les critiques. Mais c'est quotidien les critiques. Donc c'est sûr qu'au bout d'un moment, les personnes qui ne sont pas forcément armées pour, ou peut-être qui n'ont pas suffisamment reçu ça aussi dans leur quotidien et cultivé ce dont je parle ici dans leur quotidien, bah, au bout d'un moment, il y a un mensonge qui se dessine pour se protéger. Donc c'est pour se protéger, c'est un réflexe de survie. Voilà, c'est comme ça que je le vois aujourd'hui. Donc je leur jette pas la pierre. Je jette la pierre à personne d'ailleurs, parce que je suis pas dans leur tête. Bah oui, bien sûr. Mais finalement, quand tu es toi-même authentique, même si tu dis des gros mots et que t'envoies chier quelqu'un lorsque tu te promènes, bah au moins t'es toi, tu vois. Et c'est inspirant aussi parce que on porte. Alors on fait du mieux qu'on peut, chaque personne, je sais, mais on porte quand même des masques et des fois on a trop envie de penser qu'on est parfait ou que. Voilà, qu'on a envie de penser à la bienséance, etc. Alors que des fois, c'est plus sain d'envoyer chez quelqu'un et de dire des gros mots. Même si bon, ça paraît un peu contre-intuitif. Mais le contrôle nous protège. Oui, mais le contrôle nous protège. C'est là pour nous protéger. Tout le monde ne peut pas aujourd'hui lâcher cette tour de contrôle, tu vois. Il faut y aller progressivement parce que c'est pas pour rien qu'on contrôle, tu vois. C'est pas pour rien. Moi je dis souvent, si vous avez enfermé des démons dans vos prisons intérieures, c'est pas pour rien qu'ils sont enfermés. L'idée, c'est pas d'ouvrir toutes les portes en même temps. Ouais. Donc, l'idée, c'est d'y aller graduellement. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, c'est ça qui se propose. Avant, jamais, mais jamais j'aurais répondu comme ça. J'avais trop de contrôle. Je pouvais pas envoyer chier quelqu'un, c'était pas possible. Mais après cette expérience-là, j'aimerais bien qu'un beau jour, la maîtrise puisse se dévoiler. Tu vois ce que je veux dire ? Je suis dans cet apprentissage-là en ce moment. J'ai passé ma vie à contrôler. Aujourd'hui, je l'espère, avec authenticité, spontanéité. Un jour, ça serait bien que j'apprenne la maîtrise au milieu quand même. Hein, ça serait bien, parce que la maîtrise, c'est pas du contrôle, mais c'est juste un art de se sentir à l'instant, dans l'instant, et quand même un art de se dire, bon là, en fait, stop. Hein, là, stop, maintenant, stop. Et ça, c'est beau. C'est un très bel apprentissage, que je ne maîtrise pas encore, justement. Bah, t'es humaine, hein, c'est normal. On est tous sur le chemin, hein, c'est normal. Est-ce que tu voudrais partager une dernière chose, Charlotte, pour cette interview ? Quelque chose que tu as envie de partager aux auditeurs ? Un mot de la fin, peut-être ? En mot de la fin, je dirais que vraiment, c'est plus simple que ça en a l'air. Hein. C'est vraiment plus simple que ça en a l'air. En fait, ça ne peut pas être compliqué. Le divin n'est pas compliqué. Hein. C'est nous qui rendons les choses compliquées. Mais c'est simple, en fait. Et si on réalisait que c'était aussi simple, on se prendrait moins la tête, vraiment. Ça commence vraiment par le corps. C'est un retour au corps, comme j'ai dit juste avant. Et c'est simple de revenir dans son corps. Il suffit juste de revenir dans le corps. Franchement, c'est donné pour tout le monde. Et ensuite, c'est juste apprendre à se recentrer. Apprendre à faire l'effort de revenir au centre de soi-même. C'est juste l'effort qui est demandé. Il n'y en a pas d'autre. Et ça guérit tout seul. Et ça se transforme tout seul. Et ça, c'est magnifique en fait. C'est le miracle de la vie. Voilà.
Donc c'est à portée de tous, ce n'est pas réservé à des élus, cela n'a rien à voir avec les outils qu'on utilise, même si ça peut être chouette d'en utiliser, il n'y a pas de problème, mais ce n'est absolument pas nécessaire d'avoir je sais pas quoi comme qualification, ou je ne sais pas quoi comme truc, pour réaliser cela ici et maintenant. On se prend la tête, voilà. Alors que c'est simple, magnifique. Et du coup Charlotte, on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube, c'est au nom de Charlotte Hoffman, sur Instagram et ton site internet, c'est ça ? Ouais. C'est bien ça. En tout cas, merci Charlotte pour cet échange, c'était un plaisir de t'accueillir sur Maison 8. Merci à toi Bérénice, à bientôt.